Dimanche 31 décembre 2023, chers téléspectateurs, c'est un grand plaisir d'être avec vous dans ce journal en cette soirée du dernier dimanche de l'année 2023. Tout de suite, dans les détails des informations de ce jour, la perturbation tropicale qui se trouvait dans le canal de Mozambique depuis quelques jours s'est transformée en dépression tropicale ce dimanche matin, selon Météo Madagascar. Ainsi, les districts de Morundave, de Minte, de Murumbe et de Tuliara 2 sont placés en alerte jaune. Reportage. Située à 581 km à l'ouest-nord-ouest de Murumbe ce dimanche à 9 h, la dépression tropicale située dans le canal de Mozambique depuis quelques jours est prévue toucher les côtes de Madagascar entre Bale-sur-Mer et Tuliara 2 ce lundi en fin d'après-midi ou dans la nuit selon le service de la météorologie. Ainsi, elle devrait mener dans son sillage des vents de 65 km/h et des rafales pouvant atteindre 90 à 100 km/h. À cet égard, les districts de Morundave, de Minte, de Murumbe et de Tuliara 2 sont placés en alerte jaune et les usagers de la mer entre Mintigran et Tuliara sont également invités à ne plus embarquer du fait de la dégradation du temps qu'il fait dans ces localités. Cette dépression tropicale aura un impact sur le temps qu'il fait dans l'ensemble de la grande île en cette fin d'année. Des averses orageuses dans de nombreuses régions de Madagascar auront lieu également dans la nuit de la Saint-Sylvestre et dans la journée du 1er janvier, selon toujours Météo Madagascar. Dans un autre sujet, à l'occasion de la fête de fin d'année et de Nouvel An, 600 personnes nécessiteuses au sein de la commune Bema-Swandj ont reçu des aides émanant du maire. Cette assistance s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme du président de la République, Andry Rajoelina, notamment le volet social. La commune de Bema-Swandj, qui a été l'une de celles qui ont reçu une récompense du gouvernement pour sa bonne gouvernance. Reportage de Seych Rangianas sur les images de Antar Ratonarville. De nombreuses personnes âgées de la commune de Bema-Swandj sont confrontées à des difficultés à l'approche des fêtes. Certains d'entre eux attendent de l'argent de leurs enfants pour faire la fête, et il y a aussi ceux qui n'ont pas de budget particulier pour la fête, mais sont prêts à vivre avec ce qu'ils ont. Conscients des problèmes auxquels sont confrontées ces familles nécessiteuses, ainsi que les personnes handicapées de la commune de Bema-Swandj, le maire de cette municipalité a décidé de les assister. Elles sont ainsi 600 à avoir bénéficié de ces aides. Il convient de rappeler que la commune de Bema-Swandj a reçu cette année une reconnaissance spéciale du gouvernement pour cause de bonne gouvernance. Maintenant, nous allons suivre dans ce reportage les faits politiques qui ont marqué Madagascar pour cette année 2023. 2023 a été une année électorale pour Madagascar. Le peuple a pu exprimer son choix. Il a voté pour celui qu'il veut être à la tête du pays pour les 5 prochaines années. Durant le premier semestre, le 15 février, la HCC a approuvé la date de la présidentielle proposée par la CENI. Ainsi, il a été connu ce jour-là que le premier tour de l'élection présidentielle se fera le 9 novembre 2023, tandis que le second tour aura lieu le 20 décembre. Le mardi 11 juillet 2023, le décret gouvernemental convoquant les électeurs a été accepté par le Conseil de gouvernement selon la date fixée par la CENI. Les dépôts de candidature ont eu lieu du 23 août au 9 septembre auprès de la HCC à Bouïda. Le président en exercice, Andry Rajoelina, a annoncé officiellement sa candidature à la présidentielle le 6 septembre au Palais des Sports et de la Culture Mamas. Madagascar Madagascar doit se développer, telle est sa devise. 13 ont été les candidats à avoir rempli les conditions définies par la Constitution et que la HCC a acceptées. Conformément à la loi, le président Andry Rajoelina a démissionné de ses fonctions dans les délais prescrits par la Constitution. Le tirage au sort du numéro des candidats à insérer sur la liste électorale a eu lieu le 11 septembre au siège de la CENI à Larbi. Les 13 candidats étaient présents ou se sont fait représenter. Le président Andry Rajoelina a obtenu le numéro 3 lors de ce tirage. La campagne a débuté le mardi 10 octobre. 11 parmi les candidats à la présidentielle ont choisi pourtant de ne pas faire campagne et le candidat Andry Rajoelina a procédé à sa campagne, visitant de nombreux endroits et à chacun de ses meetings. C'était l'affluence car des métiers d'électeurs venaient pour le soutenir et écouter son programme. Mais en raison de la demande formulée par un candidat, le premier tour de l'élection présidentielle a été reporté d'une semaine. Il a été reporté au 16 novembre alors qu'il était prévu pour le 9 novembre. Le 16 novembre, jour du scrutin, s'est déroulé dans le calme dans tous les bureaux de vote de l'île.
Les observateurs internationaux venus observer les élections à Madagascar ont commencé à publier des communiqués approuvant le processus électoral organisé à Madagascar. Le 25 novembre, la CENI a rendu public ses résultats provisoires. Le candidat numéro 3, Andrazuelen, arrive en tête des résultats provisoires avec 58,95% des votes. La HCC a publié les résultats officiels le 1er décembre. Ainsi, selon les résultats officiels, le candidat Andrazuelen a été reconduit à la présidence dès le premier tour avec un taux de 58,96%. Le 16 décembre s'est tenue l'investiture du président Andrazuelen au stade Barry Mamman, à laquelle des présidents et chefs d'États étrangers, des présidents d'organisations internationales partenaires de Madagascar, le corps diplomatique, les chefs d'institutions, les membres du gouvernement, ainsi que des milliers de simples citoyens ont assisté. Ensuite, la quantité de riz importé par Madagascar a diminué de 36% en 2023 grâce à la stratégie mise en place par le gouvernement à travers la réhabilitation des barrages dans toute l'île et à l'utilisation par des agriculteurs de semences sélectionnées selon les informations. Reportage de Aniela Martina. La quantité de riz importé par Madagascar a diminué de 36% cette année par rapport à l'année précédente. Si Madagascar avait importé 514 050 tonnes de riz en 2022, cela a diminué jusqu'à 329 188 tonnes cette année. Ainsi, il a eu une diminution d'environ 184 862 tonnes. Le rendement local a été bon, c'est la raison pour laquelle le volume de la production a augmenté de 8%. Il a eu aussi la mise en œuvre des stratégies établies par le gouvernement à travers la réhabilitation des barrages dans toute l'île et la distribution de semences sélectionnées pour les agriculteurs. Des efforts ont été déployés pour augmenter la quantité de production de riz à Madagascar afin d'atteindre l'objectif d'autosuffisance alimentaire qui est la vision fixée par le président Andrazuelen. Plus de 40 000 agriculteurs ont bénéficié d'engrais et de semences sélectionnées depuis novembre jusqu'à fin 2023 selon les informations. Ils sont répartis dans 16 régions. Vaknakaraj compte le plus grand nombre d'agriculteurs à avoir bénéficié de ces semences, notamment 9 380 agriculteurs, soit 22,57% des bénéficiaires. Elle est suivie par la région d'Analamang, qui compte plus de 6 500 bénéficiaires. Les semences distribuées étaient constituées de 380 730 kg de riz, 93 732 kg de soja et de 140 511 kg d'arachide. Cet effort s'inscrit dans le cadre de la politique générale du gouvernement visant à augmenter la production des agriculteurs pour atteindre l'autosuffisance alimentaire. Place maintenant aux actualités internationales. Destination Serbie. Des manifestations serbes dénonçant des fraudes électorales sont de nouveau descendues dans la rue samedi. Il s'agit de la 13e journée consécutive de manifestations depuis l'annonce des résultats des législatives du 17 décembre, remportées par la droite nationaliste. Reportage sur les images de France 24. Dans ce bureau de vote du sud de la Serbie, ces électeurs font leur retour. Moins de 2 semaines après les élections législatives contestées par l'opposition, ils déposent une nouvelle fois leur bulletin dans l'urne. Même scène ici, dans l'est du pays. Un nouveau scrutin qui a lieu dans 30 bureaux de vote sur les 8000 que compte la Serbie. Largement insuffisant pour l'opposition qui a appelé au boycott et qui demande une annulation des législatives du 17 décembre remportées par le parti du président Aleksandar Vučić. Loin de l'isoloir, des milliers de protestataires se sont rassemblés dans le même temps dans les rues de Belgrade pour crier leur colère. Tous continuent d'évoquer des fraudes électorales, affirmant que des électeurs serbes de Bosnie ont pu voter de manière illégale dans la capitale serbe. Il ne faut pas abandonner, ne pas laisser tomber nos votes. Nous voulons le changement, nous voulons que tout cela prenne fin et nous ne comptons pas lâcher. Donc nous espérons que cela aboutira à un résultat. Ça a toujours donné quelque chose. Face à la foule, des leaders de l'opposition et notamment Marinika Tepić en grève de la faim pour dénoncer le scrutin. Très affaiblie, elle doit être aidée pour marcher et semble en difficulté pour s'exprimer. Je suis désolée, car je n'ai pas grand-chose à dire. La seule chose que je peux vous dire, comme je l'ai fait avant, c'est que ces élections doivent être annulées.
Ce rassemblement de samedi a été encouragé par les étudiants qui avaient appelé depuis vendredi à un blocage de 24 heures des rues de la capitale. En Israël, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a déclaré la veille samedi que la guerre va se poursuivre pendant de longs mois. France 24. 4 d'opérations. Il y a le sud de la bande de Gaza, que l'on vient de voir, et le nord de la bande de Gaza. Dans le nord, où les opérations ont commencé, on se souvient tout de suite après le 7 octobre, l'armée israélienne affirme contrôler ce territoire, mais elle continue à ratisser quasiment maison par maison pour tenter de débusquer des combattants du Hamas. Il y a des combats, mais ce sont des combats sporadiques. En revanche, on vient de le voir, dans le sud, les combats sont extrêmement vifs, ils s'intensifient même de jour en jour. Il y a effectivement des bombardements, mais il y a également des opérations au sol. L'armée israélienne est persuadée que l'état-major du Hamas se cache dans le sud de la bande de Gaza, sous ces fameux tunnels qui ont été creusés dans toute la bande de Gaza. Et donc, elle essaye de resserrer son étau sur les grands dirigeants du Hamas afin de les contraindre à la reddition. Mais effectivement, le Premier ministre Netanyahou l'a dit, ce sera probablement très long. Cela devrait prendre plusieurs mois car le territoire est extrêmement dense et on l'a vu également peuplé de très très nombreux civils qui sont en première ligne de cette guerre entre le Hamas et Israël. Que ces pressions n'ont pas beaucoup d'effet, en tout cas sur la conduite des opérations. Bien sûr, Netanyahou l'a répété hier, il reste engagé à faire libérer ses otages. Il y a toujours un canal diplomatique qui est ouvert en cas de négociation avec le Hamas par l'entremise du Qatar, de l'Égypte, des États-Unis, ce qui s'est passé, on s'en souvient, au mois de novembre. Mais sur le terrain, non, il n'y a pas de prise en compte réelle du sort des otages. Ce qu'affirment les autorités israéliennes, c'est qu'il y a des otages bien sûr encore vivants, mais ceux qui sont morts ne sont pas morts à cause des opérations israéliennes. À part, on s'en souvient, la bavure qui avait coûté la vie à 3 otages il y a 2 semaines. Ils sont morts parce que le Hamas soit les a assassinés, soit ils sont morts de mauvais traitements. Donc, ce qu'affiche le gouvernement israélien et l'armée israélienne, c'est la volonté de libérer les otages par une opération militaire et non par la négociation. Moscou a déclaré dimanche avoir frappé des cibles militaires dans la ville ukrainienne de Kharkiv. Les autorités locales assurant au contraire qu'il s'agissait de bâtiments civils. Des représailles à l'attaque sans précédent qui a fait 24 morts la veille à Belgorod en Russie. France 24. Kharkiv de nouveau rattrapé par la guerre. Selon les autorités locales, des tirs de missiles ont d'abord visé la ville du nord-est de l'Ukraine, suivis de drones Shahed de fabrication iranienne. Plusieurs bâtiments résidentiels ou de bureaux ont été détruits en centre-ville. J'ai entendu une explosion. J'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu de la fumée s'échapper de la place. 1 minute ou 2 après, un autre missile est tombé. Les troupes russes les lâchent toujours par paire et elles tirent de près. Voilà le cadeau que la Russie nous fait pour le Nouvel An. Les villes de Kherson, Zaporijia et Tcherniv ont aussi été touchées au lendemain d'une frappe sur Belgorod en Russie. Des missiles et des roquettes sont tombés sur la ville. On peut voir une explosion filmée ici depuis une voiture. Les autorités chiffrent le bilan à au moins 21 morts. La Russie a immédiatement pointé la responsabilité de Kiev et promis que cette attaque ne resterait pas impunie. Elle a convoqué en urgence une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU. Tous les responsables de ces crimes commis par Kiev seront inévitablement punis. Et nous appelons tous les gouvernements responsables et les organismes internationaux à condamner cette attaque terroriste brutale perpétrée à l'aide d'armes à sous-munitions qui sont interdites dans la plupart des pays occidentaux. Poutine est responsable de cette perte de vie insensée et inutile. C'est sa guerre. Une intensification des combats qui vient clore une année 2023 difficile pour l'Ukraine, alors que la contre-offensive est en échec dans l'est du pays et que les nouvelles aides promises par l'administration Biden sont toujours bloquées au Congrès américain. Et c'est avec ce reportage que nous terminons cette édition d'aujourd'hui, mesdames et messieurs. Nous vous souhaitons de passer un très bon réveillon. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain. Au revoir.